Bonjour, Mathilde Padilla, je suis architecte DE et fraîchement docteur en architecture. Je travaille chez Archipat, donc l'agence d'architecture et du patrimoine à Lyon. Et je vais vous présenter aujourd'hui le travail qui a fait l'objet de ma thèse, qui est la réhabilitation de l'immeuble Les Cèdres à Lyon et qu'on poursuit aujourd'hui en maîtrise d'œuvre, du coup, plus classique. Donc, on va parler surtout de trois grands temps forts qui ont rythmé notre travail, le programme et ses évolutions, les études de conception et l'expérimentation par prototype. Donc, commençons par le programme et ses évolutions pour resituer un peu de contexte. La réhabilitation déjà du patrimoine du XXe siècle et notamment des façades légères, c'est un grand défi que doit être relevé par notre profession, notamment parce que les façades légères sont fréquemment considérées comme facilement démontables, donc éphémères, remplaçables, au même titre que d'autres éléments de seconde œuvre. Et donc, on arrive fréquemment à leur remplacement par d'autres typologies de façades, et donc à la perte de ce patrimoine-là, qui fait pourtant partie du patrimoine architectural du XXe siècle. Voilà, donc il y a un gros défi et on verra sur notre sujet que c'est pas toujours vrai de penser que les façades légères sont facilement démontables. C'est pas parce qu'elles étaient facilement assemblables qu'elles sont facilement démontables. Voilà. Donc notre sujet, pour le resituer à Lyon, donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la ville de Lyon, mais je suis sûre que vous connaissez la basilique de Fourvière au moins, et sinon le tunnel du même nom pour ces nombreux embouteillages que vous devez à peu près situer. Donc notre immeuble Les Cèdres se situe sur la colline du 5e arrondissement, au-dessus donc de l'autoroute avec le tunnel de Fourvière et en parallèle de la colline de Fourvière. Donc l'immeuble Les Cèdres, c'est cet immeuble-là. C'est un immeuble de 60 logements en copropriété qui a été achevé en 1962, qui est l'œuvre de l'architecte lyonnais François-Régis Cotin, qui est également l'auteur du plan masse de La Duchère, qui doit vous parler, avec les architectes également lyonnais Alain Chastel et Marcel Dallière. Et puis ces façades, donc en aluminium, sont signées Jean Prouvé. Depuis 2003, l'immeuble bénéficie du label patrimoine du XXe siècle, enfin architecture contemporaine remarquable maintenant. Et donc voilà, il est constitué de façades légères en mur rideau. Il existe différents types de façades légères, mais dans ce cas précis, on est donc sur un mur rideau qui, je le rappelle, mais je pense que vous le savez tous, c'est une façade qui donc s'accroche à l'ossature primaire du bâtiment en tableau, comme on peut le voir sur les schémas joints. Et là, vous voyez une photo du chantier avec le montage donc des éléments de façade. L'immeuble Les Cèdres, vous avez pu le voir peut-être sur ma photo parce que vous avez l'œil aguerri, a déjà reçu quelques modifications au fil du temps, notamment sur ses menuiseries, puisque certains copropriétaires ont déjà remplacé les fenêtres d'origine Jean Prouvé pour des raisons essentiellement de confort, thermique comme acoustique. Donc je vais revenir sur ces problématiques de confort. L'immeuble, déjà, pour le resituer, il est exposé en plein sud sur cette façade-là et au nord de l'autre côté. Donc, façade plein sud sans protection solaire, avec des façades légères en alu. Je vous laisse imaginer la surchauffe en été. Donc, les habitants ont essayé d'améliorer tant bien que mal leur confort en remplaçant les fenêtres. Ce n'est pas la meilleure solution pour le confort d'été, mais enfin, tout de même, ils ont essayé. En hiver, on a des sensations très variables sur l'immeuble entre les habitants du premier niveau qui donc ne sont pas isolés par rapport au rez-de-chaussée, qui sont occupés par les caves, les circulations, etc. Donc on n'a pas d'isolation en sous-face pour le moment. Donc ces habitants-là ressentent un inconfort supplémentaire en hiver avec le froid qui arrive par le sol. En plus, ils sont à l'ombre des cèdres qui constituent le jardin, parce que l'immeuble Les Cèdres tient son nom de trois grands cèdres qui sont devant sa façade sud, donc ils sont à l'ombre, ils ne sont pas isolés par rapport au rez-de-chaussée, donc eux, ils ont froid, donc ils demandent le déclenchement du chauffage relativement tôt dans l'année. Bon, cette année, c'est un peu différent, mais habituellement, à la mi-octobre, le chauffage est déjà déclenché pour ces habitants-là, alors que dans les étages supérieurs, les habitants profitent encore des apports solaires et du rayonnement solaire. Du coup, ils ont trop chaud, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent les fenêtres.
Donc, on a les 3 derniers niveaux fenêtres ouvertes jusqu'au mois de décembre et les 3 premiers niveaux qui, en gros, ont froid dès le mois d'octobre. Donc ça, c'est une vraie problématique de gestion du confort selon les différents niveaux et les différentes situations sur l'immeuble. Et du point de vue acoustique, la problématique s'est un petit peu aggravée dans le temps, puisque en 1962, la rue de la Favorite s'appelait Chemin de la Favorite, il y avait très peu de circulation. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de circulation. De plus, on a des lignes de bus qui passent dans la rue de la Favorite. Il y a une école qui s'est installée en amont dans la rue. Donc, beaucoup plus de nuisances sonores qu'au moment de la construction. Donc, forcément, des inconforts qui sont apparus au fil du temps de ce point de vue-là également. Si on replace l'immeuble E7 dans la production des panneaux de façade de Prouvé, donc on est à peu près sur le milieu, si on peut dire ça comme ça. Il a développé donc tout un tas de brevets techniques sur la question des panneaux de façade légère. Et on s'aperçoit qu'après la construction de l'immeuble Les Cèdres, il ne les utilise plus sur des immeubles de logement. Il utilise ce type de panneaux uniquement après sur des équipements, des établissements scolaires ou des gymnases, ce qui peut révéler ces problématiques de confort dont les habitants ont ensuite fait part. On s'aperçoit aussi, quand on observe un peu ce corpus, que bon nombre de ces façades ont disparu. Aujourd'hui, dans les logements, il y a eu beaucoup d'opérations antérieures à l'immeuble Les Cèdres où les façades ont été remplacées. Donc, ce qui fait que notre immeuble a, enfin en tout cas les façades de notre immeuble ont une valeur patrimoniale assez importante puisque elles sont aujourd'hui parmi les dernières à avoir été conservées sur un immeuble de logement. Je parle bien de ce type de panneau parce que Prouvé a produit tout un tas de types de panneaux différents, mais sur celui-ci, voilà, l'immeuble Les Cèdres est l'un de ceux qui les a le mieux conservés dans le temps malgré les petites modifications réalisées par les copropriétaires. Le contexte de réalisation de ce projet, il est un petit peu particulier puisque donc j'ai d'abord travaillé sur ce sujet en étant doctorante, donc en thèse, qu'on appelle une thèse en convention industrielle de formation par la recherche. Donc je vous explique le principe. En gros, le doctorant, il est inscrit dans un laboratoire de recherche, donc pour ma part, le laboratoire EVS-LOR à l'ENSA de Lyon. Mais il est également salarié d'une entreprise, donc dans mon cas, l'agence d'architecture Archipat. Et donc l'idée est de travailler entre ces différents partenaires sur un sujet. Ce contexte un petit peu particulier nous a poussé à monter une équipe de recherche et de projet un petit peu différente de nos équipes habituelles, puisqu'on avait d'un côté la cellule recherche avec donc l'école d'architecture de Lyon, les laboratoires, la chaire Habitat du futur, et puis les grands ateliers innovation architecture de l'île d'Abo, donc des grands ateliers, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe, mais c'est une plateforme d'innovation et de recherche donc qui nous a aidés notamment pour la partie prototype qu'on verra tout à l'heure. Et puis, d'un autre côté, la cellule dite projet avec une équipe de maîtrise d'œuvre un peu plus habituelle, disons avec l'agence d'architecture et puis les bureaux d'études qui nous ont accompagnés, donc Tribu pour tout ce qui est environnement QEB, l'ASA pour l'acoustique, le cabinet Denisou pour l'économie de la construction et le cabinet Descartes pour la structure métallique. Tribu nous a aussi accompagnés pour la thermique au moment de la recherche. Et depuis notre passage en phase de maîtrise d'œuvre, on s'est associé également à un bureau d'études fluides, le bureau EPCO. Donc avec cette équipe, on a monté une méthodologie en 4 étapes, mais 4 étapes qui ne se sont pas faites les unes après les autres, mais qui ont été plutôt itératives avec les phases de diagnostic évidemment, la phase de conception, la phase de prototype. Et évidemment, après les prototypes, on est revenu à la conception, puisque tout l'intérêt du prototype, c'est justement de pouvoir remettre en question nos hypothèses et de pouvoir les améliorer pour finalement arriver à la phase de mise en œuvre. Et en parallèle de tout ça, donc, j'avais le travail de recherche avec la rédaction de la thèse et le développement de la méthode expérimentale. Mais aujourd'hui, on va se pencher plus sur la cellule projet. Donc, les études de conception, tout d'abord, il faut commencer par avoir une bonne connaissance de l'existant. C'est un préalable indispensable avant toute intervention et on a commencé donc par un diagnostic architectural et patrimonial et notamment la consultation de nombreuses archives, les archives municipales de Lyon, les archives Jean Prouvé, les archives Cotin, et ce qui nous a permis de bien comprendre comment fonctionnait l'immeuble. Donc là, on voit le plan du rez-de-chaussée dans sa parcelle. Donc l'immeuble Les Cèdres, donc, qui est en retrait de la rue, mais qui occupe toute la parcelle dans toute sa largeur. Donc ça peut aussi poser des questions quand on veut isoler par l'extérieur les murs pignons, par exemple. Ça pose tout un tas de questions de servitude chez les voisins. Enfin, on verra ça après, vous verrez que ça nous a quand même posé quelques petites problématiques.
Et au niveau de l'organisation des étages, tous les logements sont traversants. Donc, c'est plutôt une qualité sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour nos hypothèses, avec une ventilation naturelle pour le moment, avec des entrées d'air dans les façades et des sorties par conduit shunt. Et les appartements, il y a une grande variété typologique, parce qu'on a des appartements qui vont du T1 au T6, et tous disposent d'une loggia, sauf les T1. Voilà. Ces diagnostics nous ont aussi permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait le montage des panneaux de façade légère sur l'immeuble. Donc les panneaux, ils arrivent comme des produits finis sur le chantier, avec la menuiserie et le panneau complet. C'est donc des panneaux qui s'assemblent entre eux. Et donc ces analyses nous ont montré comment fonctionnait le montage. Donc il faut savoir que les panneaux sont solidaires 2 à 2 entre eux latéralement. Donc ce panneau se lie à celui-ci grâce à un joint qui est comprimé par l'intérieur qui forme assemblage. Il y a autre chose qui est assez important, c'est que les panneaux sont solidaires d'un étage à l'autre. Le panneau supérieur vient s'accrocher sur le nez de dalle supérieur comme un tableau, et après, il vient se bloquer sur le panneau inférieur. Ce qui implique que si on veut démonter la façade, on est obligé de démonter le panneau du dessus pour démonter le panneau du dessous. Donc, on ne peut pas se dire qu'on va faire les travaux dans un appartement, pendant ce temps-là, on reloge le copropriétaire ailleurs, puis on revient, etc. Non, c'est soit on démonte tout, soit on démonte rien. Donc, quand on est en copropriété, c'est un petit peu problématique parce que qu'est-ce qu'on fait des gens pendant qu'on fait ça? Donc, évidemment, cette analyse nous a poussé à éliminer toutes les solutions qui consistaient à déposer les panneaux, que ce soit pour les retravailler en atelier ou pour les remplacer. Mais de toute façon, le sujet du remplacement a été aussi relativement vite éliminé. Et la constitution du panneau en lui-même, donc pour donner un peu plus de détails, donc c'est un panneau sandwich avec une paroi extérieure en aluminium ondulé, une paroi intérieure en contreplaqué, entre lesquelles s'insère un isolant polystyrène. Et le complexe fait une épaisseur totale de 6,2 cm. Donc, quand on parle de rideau, on est vraiment sur un rideau. Et le panneau sandwich est complété par une menuiserie en aluminium coulissante aux angles arrondis qui fait toute la caractéristique de l'œuvre de Prouvé. On a complété donc ces consultations d'archives par tout un tas de sondages aussi dans la loge du gardien, parce qu'on avait la chance d'avoir un appartement vacant que la copropriété nous a laissé investir comme on le souhaitait, donc pour faire tout un tas d'expériences. Et pour constater de l'état sanitaire des panneaux notamment, ce qui nous a permis de constater que finalement les panneaux étaient dans un assez bon état de conservation, avec très peu de problématiques structurelles ou d'humidité. Les panneaux, grosso modo, sont très bien conservés. On a fait ensuite donc des diagnostics thermiques, selon un petit peu le même principe que ce qui nous a été présenté juste avant. Et on a comparé 3 appartements. Donc l'appartement rouge, qui est un appartement dans ses dispositions d'origine, l'appartement orange, qui est un appartement où l'habitant a remplacé ses menuiseries, et l'appartement vert, où l'habitant a remplacé ses menuiseries et a rajouté une isolation par l'intérieur. Donc, ce que ça nous permet de constater, c'est que dans tous les cas, les 3 appartements dépassent le seuil d'inconfort fixé pour nous là, à 28 degrés la journée. Donc, c'est le pic, c'est la ligne qui est ici. Elle est dépassée, quoi qu'il en soit, par les 3 appartements lors des périodes de forte chaleur en été. Donc, bien qu'on isole ces panneaux et bien qu'on remplace les menuiseries, pour le confort thermique d'été, c'est insuffisant. Il faut réfléchir à d'autres solutions. Ce qu'on voit par contre, c'est que l'appartement vert, donc avec l'isolant, a réussi à réaliser un décalage, donc un déphasage de cette montée en température, avec du coup un dépassement du seuil d'inconfort sur un nombre d'heures réduit par rapport aux 2 autres appartements. Donc l'ajout de l'isolation permet de profiter de l'inertie de la ventilation nocturne pour garder une température intérieure raisonnable. Sur des études acoustiques, donc on s'est aperçu quand même que l'immeuble était soumis à d'importantes nuisances, mais peut-être un peu moins que ce qui était prévu par le classement de la rue, parce que la rue est aujourd'hui classée en catégorie 3. Et finalement, qui imposerait donc un niveau d'isolement acoustique de 38 décibels. Mais finalement, avec nos mesures, on s'est aperçu que la rue avait été un peu surclassée. On a des nuisances de 58 décibels la journée, 52 la nuit. C'est déjà pas mal, avec des pics de circulation toutes les 2 minutes. Donc c'est quand même important, il y a une voiture qui passe toutes les 2 minutes, même la nuit.
Et nous, donc, on a quantifié un niveau d'isolation acoustique qui nous permettrait d'atteindre un niveau de confort suffisant pour les habitants à 32 décibels. Donc, c'est quand même un objectif assez important à atteindre. Il y a une autre problématique dont on s'est aperçu lorsqu'on a fait nos tests acoustiques, c'est que de par sa nature constructive, la façade légère passe devant les nez de dalles et les nez de refend, ce qui peut poser une petite problématique d'isolation entre appartements, puisque même si on a des refends et des dalles en béton qui en soi disposent de bonnes capacités d'isolement acoustique, finalement le son passe entre la façade et la structure. Donc finalement, les gens s'entendent d'un appartement à l'autre. Donc c'est un problème qu'on pourrait régler en isolant par l'intérieur et donc en coupant ces ponts phoniques entre appartements. Comme on ne voulait pas baser nos études que sur des diagnostics métrologiques et on va dire mesurés, on voulait aussi interroger les habitants. Donc on a réalisé tout un tas de diagnostics qu'on a appelés les diagnostics d'ambiance vécue, en allant à la rencontre des habitants et en les interrogeant via des entretiens. Ça nous a permis d'identifier bon nombre de leurs problématiques et ce qui est revenu quasiment tout le temps, c'était le confort d'été. Donc leur plus grosse problématique à eux là sur l'immeuble, c'est vraiment cette question de la surchauffe en été et de la gestion du réglage du chauffage en hiver. Donc, nos différentes hypothèses. Alors, j'ai volontairement sélectionné les hypothèses qui étaient allées au bout, parce que si je devais vous présenter toutes les hypothèses qu'on a explorées, on en aurait pour la journée. Donc, la première hypothèse, elle consistait à se dire qu'on conserve la façade d'origine et qu'on vient restituer ou restaurer la menuiserie prouvée avec du double vitrage. Alors, vous verrez qu'on s'est heurté à pas mal de problématiques après, mais sur la théorie, c'était plutôt une bonne idée. On s'est dit, on va garder le panneau et donc les personnes qui ont déjà remplacé leur menuiserie, on leur restitue une menuiserie en aluminium de prouvé, mais cette fois on l'équipe de double vitrage, comme ça va être super. Et les gens qui ont conservé la menuiserie prouvée, on fait en sorte d'intégrer un double vitrage dedans. On verra que c'est pas si facile que ça. Et à ça s'ajoutait donc un doublage thermique intérieur. Et là, plusieurs hypothèses. Nous, notre souhait, c'était de privilégier les isolants biosourcés. Donc, on s'est penché sur cette question. Ça a ajouté une épaisseur de 14,5 cm d'isolant. Donc, c'est questionnant pour les copropriétaires. Vous imaginez bien qu'il y a une perte de surface qui est associée. Donc, on a aussi exploré d'autres options à performance équivalente avec d'autres matériaux, mais desquels on est moins convaincu pour leur impact carbone et leur qualité environnementale plus que douteuse, les 10 cm de polystyrène et l'isolant sous vide de 3 cm qui aussi économiquement pose de nombreuses questions. Voilà. Mais on a quand même exploré les différentes hypothèses. Et pour la protection solaire, là aussi, on a exploré les questions de store intérieur, donc vénitien ou à toile, mais aussi une solution de store extérieur. L'idée étant d'amener la meilleure protection solaire, puisque la problématique de confort principale relevée par les habitants était la question de la surchauffe en été. Mais cet ajout de store extérieur pose aussi de nombreuses questions patrimoniales, architecturales, mais aussi techniques. Comment on accroche un store sur une façade légère non structurelle, comment on est sûr que ça va tenir, vu la dimension de ces stores, comment on s'assure qu'ils ne vont pas être arrachés par le vent, que la maintenance va être bonne. Donc, on a vraiment cherché à développer un élément sur ce store qui est allé assez loin, on le verra dans les prototypes. Et la deuxième hypothèse consistait à se dire, on conserve l'intégralité du panneau prouvé dans son état d'origine. Donc, pour ceux qui avaient conservé la menuiserie, on n'y touche pas, on restaure les joints à la limite parce qu'ils ont 60 ans et que donc forcément ils ont été un petit peu altérés, mais c'est tout ce qu'on fait. Et pour les personnes qui ont remplacé la fenêtre, on restitue la menuiserie dans ses dispositions d'origine, donc en simple vitrage, et on vient ajouter une double façade avec une double fenêtre. Et donc c'est sur cette double façade que sont reportés tous les besoins de performance. Donc on allège, on enlève le besoin de performance sur la façade prouvée, on lui garde toute sa valeur patrimoniale et on reporte l'obligation de performance sur une seconde façade. Et là, on a exploré aussi plusieurs pistes, donc pareil sur les différents types d'isolants, mais aussi sur les différents types de menuiserie. Est-ce que c'était un ouvrant à la française? Est-ce que c'était un coulissant en bois, un coulissant en aluminium? Donc voilà, on a exploré plusieurs hypothèses au regard de leur matérialité, de la finesse, du rendu que ça pouvait avoir dans les logements. Et il a fallu donc faire des choix
Qu'est-ce qu'on prototype, qu'est-ce qu'on prototype pas, qu'est-ce qu'on élimine au regard de 4 grands critères, donc le confort, l'environnement et l'énergie, l'économie, c'est aussi un critère, et j'ai oublié le quatrième, mais il va me revenir si je... Voilà, et évidemment, le patrimoine. Il est tellement évident que c'est celui que j'oublie. Mais voilà les 4 grands critères qui nous ont permis de faire des choix. Et alors, évidemment, on a éliminé immédiatement les solutions qui consistaient à remplacer l'intégralité de la façade au vu de sa valeur patrimoniale. C'est pour ça que je ne vous les ai même pas présentées. Et au vu aussi des problématiques techniques que ça pouvait poser. Les ouvrants à la française, on les a éliminés assez rapidement pour des problèmes d'encombrement dans les logements parce que les menuiseries, en fait, sont assez grandes. Elles font 160 cm. Donc, ça fait des ouvrants de 80 dans des appartements qui ne sont pas très grands, avec des largeurs de pièces qui sont quand même relativement faibles. Donc, les habitants nous ont rapidement dit s'il faut qu'on ouvre des vantaux de cette dimension, où est-ce qu'on met nos meubles. Donc, ça, on a éliminé. Pareil, on a éliminé toutes les solutions qui étaient techniquement infaisables ou économiquement non viables pour les copropriétaires, notamment, par exemple, l'isolant sous vide. Le coût du matériau était beaucoup trop cher pour les copropriétaires. Et après échange avec les copropriétaires, on a quand même décidé de privilégier les matériaux biosourcés, malgré la surépaisseur que ça impliquait pour leur qualité environnementale. Donc après, voici les prototypes qu'on a réalisés. Donc le premier prototype qui consistait donc à répondre à la première hypothèse de restauration en double vitrage, entre guillemets, avec le doublage intérieur. Donc ce qu'on arrive à atteindre comme performance, c'est un affaiblissement acoustique des parties pleines de 52 dB, donc c'est plutôt pas mal. Mais la menuiserie est inachevée. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et avec la menuiserie inachevée, on arrive quand même à un affaiblissement de 31 dB. Notre objectif était de 32. Donc on peut se dire qu'avec une menuiserie performante, on atteindra le niveau qu'on espérait. Par contre, ce que les habitants nous ont fait remarquer sur ce prototype-là, c'était attention à l'épaisseur, parce que même si sur le dessin, ça leur paraissait intéressant les 14,5 cm d'isolant biosourcé, quand ils l'ont vu dans la pièce, ça les a fait un peu plus tiquer. Donc il y a un travail d'optimisation à faire sur cette question de l'épaisseur. Le deuxième prototype consistait à poser la double fenêtre. Donc on voit qu'il y a une habitante de l'immeuble qui avait déjà procédé à ce dispositif et qui en était relativement satisfaite. Sans la menuiserie sur les parties pleines, on a essayé un autre type d'isolant. On a mis en place l'isolant en une seule couche, alors que sur l'autre, on l'a mis en 2 couches. Et du coup, on a un affaiblissement acoustique qui est un peu plus faible. Parce que le principe de l'acoustique, c'est plus on cumule de couches dissociées les unes des autres, meilleur est l'isolement. Donc forcément, quand on dissocie les couches, on a un meilleur isolement. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu plus faible, mais avec la menuiserie, on arrive largement à atteindre nos 32 décibels d'objectif. Par contre, là aussi, on en revient à la question de l'épaisseur de l'isolant. De toute façon, c'était la même. Et les habitants se questionnaient aussi sur la difficulté d'usage d'avoir une double fenêtre coulissante et tout ce que ça implique en termes de manipulation, de nettoyage, etc. Et sur le prototype de store extérieur, alors là ça a été un grand moment d'échange avec de nombreux partenaires, parce qu'entre notre premier dessin avec un store très très fin, guidé par câble, sans coffre, dans le meilleur des mondes, on s'est rapidement aperçu que vu l'exposition de la façade à Lyon avec beaucoup de vent sur les collines, il fallait qu'on remplisse quand même un cahier des charges techniques assez important, avec notamment la question des toiles qui devaient être maintenues dans des rails pincés. Donc, ce qui nous a obligés donc à positionner des rails. Pour le coffre, le fabricant de stores nous a dit « mais moi, sur un immeuble de cette taille et avec ce nombre de stores, je n'engagerai pas ma garantie sur des stores sans coffre, parce que vous allez voir qu'au bout de tant d'années, ils vont être complètement morts. Donc, moi, je ne veux pas mettre ma garantie dessus, donc il me faut un coffre. » Donc de là, on a complètement repensé notre store. On l'a posé à l'envers, donc il est en porte-à-faux par rapport à la façade. Le coffre, au lieu d'être en saillie, pour éviter justement la saillie et garder le caractère lisse, il est posé à l'envers. Donc ça nous a obligés à créer des petites pattes de fixation que vous voyez en train d'être posées ici, pour les mettre en porte-à-faux et avoir un cadre continu qui fait la taille du panneau. Donc notre objectif, c'était d'une part de conserver les dimensions
de la trame architecturale initiale de l'immeuble, donc de conserver l'effet de panneaux accolés les uns aux autres, mais c'était aussi de protéger non seulement la menuiserie, mais aussi les parties pleines des panneaux sandwich, parce que le rayonnement solaire, il est certes important sur la menuiserie, mais il est tout aussi important sur les parties pleines en aluminium et il a un impact sur le confort intérieur des appartements. Parce que par rayonnement, en fait, la surchauffe de la partie pleine du panneau entraînait aussi des surchauffes à l'intérieur. Donc c'était aussi intéressant d'avoir un store qui permettait de couvrir la surface totale du panneau de façade. Donc voilà comment on a abouti à ce prototype de store-là. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah oui, si, sur comment on le fixe à la façade légère. Donc, c'est effectivement pas évident. Donc, on est allé chercher, en fait, la structure primaire du bâtiment. Donc, les pattes de fixation nous ont permis à la fois de fixer le store en porte-à-faux et d'avoir donc une face lisse. Ils nous ont aussi permis d'aller chercher les dalles en béton en passant dans les joints entre panneaux. Donc, ça avait le double intérêt de, ne pas abîmer les panneaux et donc rendre cette solution complètement réversible. Donc, si demain, on trouve une solution absolument géniale de vitrage, d'isolant qui nous permet d'améliorer le confort d'été, on peut envisager de déposer l'intégralité des stores et de retrouver du coup l'aspect initial de la façade sans avoir altéré les stores. On est seulement passé dans les joints, donc il suffira de refaire les joints. C'est quand même un petit travail, mais disons que c'est moindre. Le panneau prouvé, lui, est conservé. Et ça a permis aussi du coup d'atteindre ces dalles et de se dire que le store, lui, il est fixé à une structure primaire en béton et donc il est complètement pas dépendant de la façade. Donc si le store venait à s'arracher, même si la garantie du constructeur nous assure que c'est impossible, et ça fait 1 an et demi qu'il est posé, il n'a pas bougé, mais on ne sait jamais, ça arracherait pas toute la façade avec. Donc ce qui est plutôt positif. On a fait des tests donc sur ces stores, des tests thermiques, pour en arriver quand même à des chiffres assez efficients, avec un gain entre 5,7 et 11,7 degrés de température de surface sur la menuiserie d'origine, donc des menuiseries d'origine qui passent d'une température de 47 degrés à 37, donc c'est quand même assez énorme. Et sur le gain de la température sur la double fenêtre, donc sur la fenêtre intérieure de la dame, elle avait des températures intérieures assez importantes de 39,2 degrés et on les abaisse à 35 par exemple, donc ça permet quand même un gain assez important. On a noté des gains de 6 à 6,7 degrés sur cette double fenêtre. Et sur la température globe intérieure, donc pour le coup la température globe, donc température d'air intégrant la circulation de l'air, et en fait c'est la température ressentie, là on a un gain de 8,8 degrés sur la température intérieure, donc c'est énorme. Sachant que quand on a fait les mesures, on a demandé à l'habitante de baisser son store à 9h du matin et on est venu faire les mesures à midi. Donc en 3 heures de store baissé, on a gagné 8,8 degrés, c'est quand même assez important. Et enfin, on a fait des tests sur d'autres dispositifs parce que ça nous intéressait déjà et puis parce qu'on cherchait à comprendre en termes d'acoustique comment on pouvait améliorer le confort des habitants à moindre coût. Donc la double fenêtre, elle a l'avantage de pouvoir faire circuler l'air, donc profiter de la ventilation nocturne en coupant les transmissions phoniques grâce à un système de chicane. Donc c'est un peu complexe, mais en gros, selon les degrés d'ouverture d'une fenêtre et de l'autre, on peut permettre de faire circuler l'air et de conserver quand même un bon niveau d'isolement acoustique. Et on a cherché à retrouver ces éléments-là avec des rideaux. Si par exemple le copropriétaire n'avait pas les moyens de payer la double fenêtre et qu'on devait faire des projets du coup à moindre coût, on a testé le dispositif avec 3 types de rideaux acoustiques différents. Donc des rideaux très classiques du commerce. Là, pour le coup, on a des gains de 2 à 5 dB en fonction des configurations. On a testé aussi un rideau Showtex. Donc, Showtex, c'est une marque qui vend normalement des rideaux pour le monde du spectacle. Donc, c'est les rideaux de scène, etc. Donc, on a voulu tester des rideaux en laine. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a un gain assez faible, seulement de 1 à 3 dB. Ça s'explique parce que les 2 autres rideaux, alors là, pour la partie biosourcée, on va repasser. Les 2 autres rideaux, ils ont une couche en PVC entre leurs couches de tissu. Et c'est cette couche en PVC qui a une masse importante, en fait, qui permet d'apporter cette isolation acoustique. Par contre, là, pour le coup, on n'est vraiment pas biosourcé. Et donc, le dernier rideau Showtex multicouche, qui est le rideau que vous voyez ici, lui, par contre, il a un gain de 3 à 7 dB
selon les configurations. Donc, c'est assez important pour l'ajout d'un simple rideau. Mais par contre, en termes de matériaux, on n'atteint pas la qualité environnementale de notre proposition avec un doublage isolant et une double fenêtre. Simplement, voilà, ça peut aider certains copropriétaires à faire des économies, malheureusement. Et donc, ces prototypes, ils nous ont permis de nous rendre compte de plusieurs choses. La première, c'était que refaire des menuiseries en aluminium, comme prouvé, mais en intégrant les normes thermiques actuelles, c'est très compliqué. L'aluminium, ça fonctionne par filière. Donc, pour avoir des profils, on fabrique une filière et puis ensuite, c'est un profil qu'on tord. Donc, c'est pas comme l'acier où on peut faire les profils qu'on veut et où on les assemble. Là, c'est vraiment un système de filière. Donc, il y a des profils qui existent déjà. Et donc, on n'arrive pas aujourd'hui à trouver déjà des profils qui correspondent aux épaisseurs de prouvé. Vous imaginez bien que prouvé, c'est une menuiserie. La plus grosse épaisseur, elle fait 2,4 cm. Aujourd'hui, on est sur des profils en alu où on nous oblige une feuillure de 2 cm du vitrage. Donc, le profil, il fait 4, 5, 6 au plus fin, mais rarement moins de 3. Et on a un autre problème, c'est que les rupteurs de pont thermique se cintrent très mal. Et nous, on a des menuiseries aux angles arrondis, avec un rayon normalement de 70 mm. Et aujourd'hui, mon fabricant, moi, il me dit, alors moi, je peux vous cintrer, vous faire un truc avec des super beaux angles arrondis, mais ça donne ça. On est un peu loin du dessin de prouvé. Du coup, on a bloqué. Et donc, cette solution-là, on a été obligé de l'abandonner. Alors, on cherche encore. On n'a pas lâché l'affaire, mais vraiment, c'est difficile et c'est assez complexe. En tout cas, de réunir toutes les conditions pour atteindre ce niveau de performance, sachant que dans la fenêtre prouvée d'origine, la feuillure, en fait, dans la menuiserie, donc c'est des menuiseries avec des profils en U dans lesquels prouvé glissait le vitrage. Le profil en U, il a une feuillure de 4 mm pour un vitrage de 3. Donc 3 plus les joints, c'était pile poil. Donc envisager de mettre un vitrage plus épais pour améliorer la performance, ce n'est pas non plus possible. On est contraint dans ces 4 mm d'épaisseur. Donc on bloque. Du coup, la solution de la double façade avec la double fenêtre est finalement la seule viable. Donc on a réfléchi à différentes matérialités et finalement, c'est les copropriétaires qui ont tranché. Eux, ils sont plutôt pour une double fenêtre en bois parce qu'ils trouvent ça plus chaleureux à l'intérieur. Ensuite, ils trouvent que c'est plus logique parce qu'on reste dans la matérialité, une matérialité différente et un matériau biosourcé avec des angles arrondis. Donc, ils voudraient qu'on retrouve... Ils voudraient qu'on retrouve, oula, je suis partie un peu loin, ce dispositif-là pour garder les angles arrondis à l'intérieur de leur logement. Pour les stores extérieurs, si on le met seul, on n'a que du gain de confort d'été, donc c'est finalement pas si intéressant que ça. Mais par contre, si on le, enfin, si, mais on a toujours nos problématiques d'hiver. Et si on le couple avec l'autre solution, là pour le coup, c'est vraiment intéressant. Et là, on a réfléchi à différentes solutions parce qu'on trouvait que le gris qu'on a testé, il était un peu terne et un peu triste. Donc, on a fait des essais avec des polychromies. Parce que l'aluminium, on s'est aperçu qu'il reflétait tout un tas de couleurs différentes en fait en fonction de la lumière et de l'environnement. Donc on est en train de faire des tests de polychromie qui ne sont pas encore aboutis. Je vous les montre parce que c'est intéressant, mais c'est encore en cours de réflexion. Et pour le rideau, c'est pareil. Si on le met tout seul, on n'améliore pas la thermique, même si on réduit les effets de parois froides venant de la fenêtre et qu'on lisse un peu cet effet-là, on n'améliore pas vraiment l'inertie du bâtiment ni la problématique générale. Donc, ce serait quelque chose qu'il faudrait ajouter à un doublage. Et après, donc, on a comparé l'ensemble de toutes nos hypothèses, de tous les postes de travaux pour arriver à la définition de 7 options sur lesquelles je vais essayer de vous résumer pour vous présenter le truc. Mais la première option, elle consisterait à faire la maintenance et l'étanchéité et le nettoyage de la façade, le doublage thermique, le doublage acoustique des façades légères, la double fenêtre coulissante intérieure en bois et la restauration des fenêtres d'origine de prouvé. Donc on n'interviendrait vraiment que sur la façade légère et on ajouterait les stores extérieurs, mais on n'intervient pas sur le reste des enveloppes. Et là, on se rend compte que non seulement on n'atteint pas une amélioration, une réduction des consommations en énergie primaire si importante que ça, on réduit que de 35 kWh par mètre carré par an, donc c'est pas énorme, ça fait moins de 35%, donc on ne déclenche pas le premier seuil de subvention possible, et finalement le niveau de performance est faible. Donc si on n'intervient que sur les façades légères, finalement, on n'arrive pas à atteindre un niveau de confort et de performance intéressant. Donc ça oblige à réfléchir à intervenir aussi sur l'enveloppe globale du bâtiment, donc les murs pignons,
les sous-faces de plancher et la toiture. Donc là, c'est ce qu'on a ajouté. Et on se rend compte là, pour le coup, qu'on a réussi à atteindre la réduction de 35% des consommations d'énergie primaire. Donc pour un bouquet de travaux plus complet, on réduit de 6 500 € le coût. Donc c'est quand même intéressant, et pour des niveaux de performance plus importants. Les copropriétaires avaient déjà réalisé des travaux sur la toiture il y a peu de temps, donc on s'est dit qu'on allait sortir ce poste. Et parce qu'ils ont été un peu mal conseillés, ils ont refait l'étanchéité de la toiture et on leur a conseillé à ce moment-là de l'isoler, mais sauf qu'ils l'ont isolé avec seulement 7 cm de polystyrène, alors que nous, dans nos calculs, on se rend compte qu'il en aurait fallu 20, que techniquement, en plus, ils ont les relevés d'étanchéité suffisants, donc en fait, ils auraient pu le faire, mais pour des raisons économiques et sur des mauvais conseils, ils ont opté pour 7 cm seulement. Du coup, il faudrait refaire des travaux. Mais bon, c'était un peu compliqué pour eux, en Assemblée générale, d'accepter de réinvestir sur ce même poste. Donc, on l'a sorti. Et même en le sortant, on se rend compte qu'on atteint quand même la réduction de 35% des CEP. Et on gagne 1 500 € supplémentaires. Comme on voulait quand même essayer d'atteindre le label BBC Rénovation, on a voulu voir ce qu'on avait besoin de faire pour ça. Et donc là, on a travaillé aussi sur les systèmes de chauffage, de production de chauffage et de ventilation. Donc remplacer les chaudières, calorifuger les réseaux, passer en ventilation hybride et passer en ECS collective. Donc là, pour le coup, on atteint le seuil BBC Réno. Donc on a des consos qui passent de 171 kWh à 61. Et du coup, on atteint un niveau de subvention maximale, mais on a quand même des coûts de travaux qui sont assez élevés. Donc on a essayé de réduire ces coûts de travaux en enlevant, par exemple, le remplacement de la chaudière. Donc là, on passe à 21 500 €. Et après, on a essayé aussi d'enlever le passage en ECS collective parce que ça ne produit pas vraiment du confort pour les habitants en premier lieu. C'est vraiment quelque chose qui joue sur la performance, mais pas sur leur confort. Et là, du coup, on passe sous la barre des 20 000 €. Par contre, on est 1 kWh au-dessus du seuil BBC Rénovation, mais on pourrait réussir à le rattraper avec d'autres interventions. Donc ça, ce serait l'option la plus intéressante parce qu'on est quand même à un coût de 20 000 €, enfin inférieur à 20 000 € pour un T4 et avec l'atteinte, quasiment l'atteinte du label BBC Rénovation. Donc ça nous semble être une option intéressante. Et si il s'avérait que c'était trop cher, on a voulu regarder, et parce que ça nous intéressait de regarder ce qui se passait si on faisait rien sur la façade de Prouvé. Si on n'en faisait que la maintenance, mais qu'on ne la torturait pas avec de l'isolation, un remplacement de menuiserie, etc. On a fait le calcul en se disant que pour améliorer le confort des habitants, on optait pour les rideaux acoustiques, mais par contre, on n'intervient pas sur les façades de Prouvé, on fait que l'enveloppe globale et les systèmes de chauffage, et on se rend compte qu'on atteint le label BBC Rénovation. Bah oui, et qu'on on atteint le label et qu'en plus, ça coûte moins cher. La seule question que ça pose, c'est qu'en termes de confort, on a toujours nos gros ponts thermiques sur la façade et que quand même, pour le confort d'été, on a laissé le store extérieur parce que ça, vraiment, les habitants ne peuvent pas se passer de ce store extérieur. Il a été plébiscité par tous les copropriétaires qui rêvent de pouvoir l'installer chez eux parce qu'ils ont trop chaud. Mais voilà, c'est la conclusion de se dire, finalement, si on laisse cette façade telle qu'elle est aujourd'hui et qu'on intervient sur tous les autres postes, on arrive à atteindre un niveau de performance intéressant. Par contre, pour le confort des habitants, ça reste questionnant. Et donc maintenant, on en est à la phase de mise en œuvre et de chantier qui débute, puisque la réunion de lancement de l'APS, c'est demain, avec les copropriétaires. Donc voilà, maintenant c'est à eux de prendre la main sur tout ce travail de recherche qui a été fait dans le cadre d'une thèse, de prendre la main et de faire les choix qu'ils souhaitent pour leur immeuble. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation et puis tous ces travaux de recherche qui permettent de réfléchir à des solutions intelligentes. Je suppose qu'il y a des questions et qui veut se lancer? Oui, bonjour, Jean-Lucien Ganoun, architecte des bâtiments de France. Je vous interpelle sur les stores. Vous avez testé aussi des stores qui seraient entre les deux fenêtres, parce que j'ai pas vu les résultats, enfin,
par rapport à ça? Est-ce que ça permettrait aussi d'améliorer un peu le système? Parce que le système des stores extérieurs est intéressant. C'est vrai qu'on peut se poser la question dans la durée de la résistance des fixations, voilà, et des gradations qui pourraient intervenir dans 10, 20 ans. C'est une très bonne question. On a effectivement testé les stores intermédiaires entre les deux fenêtres. En termes de performance, on gagne 4 fois moins de température. Donc on est sur des gains de 2,5 degrés sur la température globe contre 8,8 avec les stores extérieurs. C'est ce qui nous a un petit peu poussé à préférer les stores extérieurs. En revanche, c'est vrai que ça a l'avantage quand même d'être déjà moins impactant sur la façade. Et aussi effectivement toutes les questions de maintenance qui sont moins grandes puisque le store est moins soumis aux intempéries, au vent, etc. Donc ça a quand même été un sujet qui a été longuement débattu pour en arriver au test du coup du prototype du store extérieur. Enfin, c'est pour ça que les copropriétaires ont souhaité qu'on mette en place ce prototype pendant au moins 2 ans. Pour voir un peu comment il se comportait au vent, sachant qu'il a une sécurité qui le remonte à chaque fois que les vents dépassent 90 km/h. Donc ça n'arrive pas très souvent, mais ça arrive quand même à Lyon. C'est arrivé 2 fois cette année, je crois. Et donc voilà. Mais effectivement, ça a été un lourd débat de savoir si on penchait pour le store extérieur ou le store intermédiaire. Et c'est finalement le gain en confort qui a convaincu les copropriétaires du store extérieur et nous-mêmes aussi également. Mais c'est un vrai sujet puisque ça peut, dans certains cas où l'inconfort serait moins grand, par exemple des expositions plutôt ouest ou est, pour le coup, le store intermédiaire aurait été largement suffisant et aurait permis de s'affranchir de ces problématiques. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Du coup, moi, j'ai... Oui. Bonjour, Jamila Milki, conseillère pour l'architecture. J'avais 2 questions. Vous en avez parlé rapidement, mais la solution apparemment l'une des solutions qui sont retenues, c'est les rideaux intérieurs. Vous avez dit que c'était pas extraordinaire en matière de ressources biosourcées, mais est-ce que vous avez expliqué aux habitants tout le risque de largage en fait de matériaux au quotidien et le risque pour leur santé par inhalation à long terme, parce que ça c'est un vrai sujet. Ça serait peut-être intéressant de bien leur expliquer avant le choix. Et la deuxième question, c'était par rapport à qu'est-ce qui a fait votre choix pour votre doctorat sur ce bâtiment-là? Et est-ce que vous avez connaissance s'il y a d'autres sujets, chiffres sur d'autres typologies de bâtiments ACR? Parce que il y a beaucoup de typologies différentes et la question se pose sur tout le territoire. Merci. Alors, je vais essayer de répondre aux questions dans l'ordre. Donc, sur la question des rideaux et du biosourcé, on a clairement bien alerté les copropriétaires sur ce sujet. Ils en ont vraiment conscience, donc je pense qu'ils ne vont pas s'orienter au final vers cette solution-là. On l'a testé parce que c'était intéressant de voir le niveau de performance qu'on atteignait, mais en plus, il leur pose différentes questions. Il y a aussi le problème de ces rideaux, c'est qu'ils sont totalement opaques. Donc, pour atteindre le niveau de confort acoustique et minimal thermique que ces rideaux peuvent apporter, il faut les fermer. Donc, ça veut dire se couper complètement de la lumière naturelle, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc, c'est des rideaux qui fonctionneraient peut-être la nuit pour le confort nocturne, mais en tout cas, le confort diurne, on n'y est pas. Donc, c'est une solution qui est partielle. C'est clairement pas la meilleure solution de notre bouquet de travaux. Donc, je pense que d'elle-même, elle va rapidement s'éliminer. Sur la question de ce qui m'a poussé à faire ce contrat-cifre, alors c'est un petit peu multiple. Moi, déjà, quand je suis sortie de l'école, j'avais déjà ces questions de réflexion sur le patrimoine 20e qui me revenaient souvent et la réhabilitation thermique du patrimoine 20e, parce que je trouvais que c'était un sujet très délicat que je maîtrisais pas du tout, on va être honnête, surtout en sortant de master. Et il se trouve que ça a été un enchaînement d'opportunités. Parce que du coup, j'en ai parlé à des enseignants de l'école qui du coup m'ont dit que le système CIFRE existait. Ces enseignants de l'école, l'un d'eux, Philippe Duffieux, que vous connaissez peut-être, loge dans une copropriété à Lyon qui est gérée par la Régie Franchet. La Régie Franchet lui a dit moi j'ai un problème sur un immeuble en copropriété Les Cèdres, je ne sais pas quoi en faire, c'est des panneaux prouvés, les habitants veulent réhabiliter mais ils sont partis pour faire n'importe quoi, isolation par l'extérieur et j'en passe. Donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et de fil en aiguille, c'est comme ça que s'est monté le sujet.
Mais c'est venu d'abord d'une réflexion personnelle et d'un partage de ces réflexions personnelles qui après ont amené à tout un tas d'opportunités. Sur les sujets CIFRE, sur le label ACR, c'est un vrai sujet porteur, je pense, de CIFRE. Parce que effectivement, on a un patrimoine en France qui est énorme sur ces labels-là, sur ce type de bâti. Et je pense que c'est un potentiel énorme et qu'il faut continuer d'en parler. Il y a plusieurs CIFRE qui ont été montés, notamment, je pense, une CIFRE qui est au CAUE de Savoie-Haute-Savoie, si je ne dis pas de bêtises, sur ce sujet-là. CIFRE, c'est Convention industrielle de formation par la recherche. Du coup, je sais qu'il y a d'autres sujets, mais qu'en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut poursuivre, de développer et encourager, sachant qu'il y a plusieurs structures qui peuvent accueillir des CIFRE. Il y a les entreprises privées, mais il y a aussi donc, les CAUE, les mairies, tout, en fait, le système peut accueillir des CIFRE. Et en fait, on se rend compte que ça permet quand même, du retour d'expérience d'Archipat, je ne vais pas parler à leur place, mais on en a parlé à plusieurs reprises. Ça a quand même permis à l'agence de se développer sur ce sujet-là et d'en apprendre beaucoup. Et finalement, pour un investissement certes important quand même, il ne faut pas se le cacher, mais qui finalement est compensé par le bénéfice en termes de gains tant intellectuels que de travail, et sachant que le salaire du doctorant est quand même par moitié financé par la NRT, donc par l'État, donc c'est quand même aussi intéressant de ce point de vue-là. Oui, j'avais juste une question sur la résistance au feu des façades, parce qu'on a vu que c'était de l'aluminium avec du polystyrène au milieu. Comment vous avez traité ce sujet? La résistance au feu? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas des risques que toute la façade brûle, en fait? C'est juste une question. Si. C'est un peu un sujet qu'on a tenté d'occulter. Si, c'est un sujet, on va avoir une problématique de résistance au feu assez importante. Je pense que compte tenu de la valeur des façades, on va tenter de déroger à certaines réglementations. En tout cas, on ne va pas aggraver la situation. Mais c'est un sujet, d'autant que la façade du coup est quasi continue, donc s'il y a un panneau qui prend feu, d'ailleurs c'est déjà arrivé en fait, pour remettre le contexte, il y a un arbre de la cour qui a brûlé juste devant la façade, donc il a pris feu, donc l'aluminium n'a pas pris feu mais a commencé à se déformer. On peut le voir si on a l'œil attentif sur la façade sud, sur la photo que j'ai montrée tout à l'heure, il y a une légère vibration un peu différente au 3e étage à droite de l'immeuble, et c'est dû à ce feu-là, qui a été rapidement maîtrisé, ce qui a empêché que ça se répande dans tous les panneaux. Mais voilà, l'aluminium, finalement, il se tord et se déforme, et c'est très difficile de le remettre en forme derrière. Mais par contre, il n'a pas transmis le feu jusqu'au polystyrène. Et donc, est-ce qu'on peut dire que le panneau en aluminium ondulé est coupe-feu une demi-heure? En tout cas, le test qui a été fait, sans le vouloir, l'a démontré. Mais bon, c'est un vrai sujet, il y a une vraie problématique qu'on n'a pas résolue pour l'instant. Je voulais vous poser juste la question de nous expliquer comment vous arrivez à atteindre un niveau de label BBC Réno quand vous isolez pas du tout la façade en fait des modules. Alors c'est assez. En fait, il faut qu'on reprenne les petits tableaux. Alors, si on prend celui-ci, si on prend celui-là. Donc, on voit qu'on a réalisé l'isolation de la surface de plancher, des murs pignons et de la toiture. Donc, le retour de la toiture à 20 cm, là, pour le coup, c'est indispensable. On passe en ventilation hybride, on calorifuge tous les réseaux et on met en place des thermostats, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On passe en ECS collective, là, pour le coup, on est obligé. Et on remplace la chaudière par des dispositifs plus performants. Et c'est en cumulant en fait tous ces éléments qu'on arrive à réduire nos consommations de 171 à 96 kWh. Et 96, c'est le seuil BBC à Lyon. Et par contre, si on fait que ce qui se passe sur les façades légères, donc qui était par l'option 0, on gagne que 35 kWh. Donc c'est pour ça que ma solution la plus complète, pour le coup là, on passe à 61 kWh. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, 61 plus 35, ça fait 96. Donc en fait, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'en faisant pas ce qui se passait sur la façade légère, on atteignait quand même ce label.
Par contre, c'est là où est toute la dissonance et la discordance de ces questions de label, c'est qu'on atteint ce niveau de performance-là, mais le niveau de confort, là, pour le coup, n'est pas du tout atteint. Enfin, les gens, ils vont garder une façade complètement ouverte sur l'extérieur, donc leur confort à eux va être finalement très peu amélioré. Par contre, leur performance énergétique sera très bonne. Donc, c'est un peu toute je trouve, problématique qu'il y a dans toutes ces normes et ces labels, c'est de se pencher uniquement sur la question de la performance énergétique en elle-même et pas sur la question du confort. Et donc, c'est pour ça qu'on a quand même indiqué aux copropriétaires que même si ça semblait être une solution miracle et magique, ils allaient continuer à se cailler en hiver et ils allaient continuer à avoir chaud en été, même s'ils ont le store extérieur, de fait qu'il n'y ait pas l'inertie de la ventilation nocturne, ils ne vont pas en profiter. Donc, ils sont quand même conscients de ça et ce n'est pas une solution magique. C'est juste que c'est assez comique de se rendre compte que les deux façades principales de l'immeuble, si on ne fait rien dessus, on atteint quand même le label tellement en fait on part de performances qui sont mauvaises à la base. Voilà. On m'a beaucoup posé cette question, je la trouve horrible. C'est horrible de répondre à ça parce que si Jean Prouvé devait le refaire aujourd'hui, je pense que lui, il foutrait tout à la benne et il ferait autre chose. Parce qu'en plus, il n'avait pas... je le connais pas personnellement et c'est un regret, mais si on lit ses écrits, il n'avait pas du tout cet attachement à sa propre production. Et je pense que s'il était là aujourd'hui, il nous dirait « mais vous êtes fous ». Pourquoi vous prenez la tête, venez, on invente un truc mieux et on abandonne complètement ce truc-là. Mais justement, on n'est pas Jean Prouvé. Enfin, je ne suis pas Jean Prouvé, c'est dommage. Et le respect que j'ai pour son travail et la matérialité et je pense l'importance historique de son travail, c'est ce qui nous a poussé à faire en sorte de conserver ces panneaux sur cet immeuble-là. Parce qu'il était vraiment cet unicum qu'on a évoqué tout à l'heure, un des derniers à avoir conservé ces panneaux sur du logement. Et l'idée de se dire que si nous, on ne prête pas attention à ce patrimoine-là, il va disparaître. Et plus jamais personne ne se posera les questions que je me suis posées pendant 3 ans, et ce serait dommage. Bon, merci beaucoup pour votre intervention qui nous emmène vers d'autres discussions et échanges.